Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'accord cadre récemment signé entre le gouvernement guinéen et celui de la Chine. Le Premier ministre chef du gouvernement s'exprime enfin sur la question invitée dans l'émission La Tribune de l'actualité plus sur Chéri FM TV. Mamadi Yula est largement revenu sur la portée de l'aide de financement qui s'élève à 20 milliards de dollars américains. Secteur prioritaire pour le premier décaissement, les voiries de Conakry, la nationale Koya Mamoun Dabola, l'éducation entre autres. Le décryptage est fait par Daouda Mohamed Kamara. 20 milliards de dollars américains, un montant supérieur au double même du produit intérieur brut PIB guinéen, et donc difficile à rembourser en un laps de temps par le budget national, à en croire Mamadi Yula. Et dans cet accord cadre entre la Guinée et la Chine, il s'étend sur un échéancier de 20 ans. Contrairement donc aux spéculations sur le mécanisme de remboursement via l'exploitation des ressources minières, le Premier ministre chef du gouvernement explique. Ces ressources ne sont pas données comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui sera fait sera fait comme ça se fait actuellement, c'est-à-dire la manière dont vous développez un projet comme Alufer ou un autre, les projets qui sont visés ici seront développés de la même manière. Mais seulement cela entrera dans le cadre de cet accord-là. Selon Mamadi Yula, cet emprunt est encadré et les conditions sont clairement définies. Dans un premier temps, un certain nombre de projets sont identifiés pour démarrer et le montant pour cela est estimé à 1,2 milliard de dollars US. Quand vous devez faire la route jusqu'à Mamou Dabola, imaginez que ça va vous prendre facilement 3 ans pour construire la route nationale au standard. Ça va vous prendre un certain nombre de temps. Il y a des études préliminaires qui ont été faites, et une évaluation a été faite déjà. Vous avez d'autres projets dans le premier paquet qui est prévu. Pas l'assainissement, c'est la voirie de Conakry. Si vous lisez l'accord, on dit qu'il entre en vigueur dès sa signature. Donc le premier lot qui a été signé, qui a été énuméré dedans, l'entrée en vigueur, c'est immédiat. Comme Kaleta et Swapiti, les projets entrant dans le cadre de cet accord seront exécutés par des entreprises chinoises et cela dans un temps imparti. Quand vous dites que vous allez financer la route Koya Mamou Dabola, l'entreprise sera choisie et les décaissements se feront comme on met en œuvre un projet. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va commencer à travailler. Les banques qui vont financer cette partie vont décaisser l'argent en fonction de l'évolution et l'argent sera payé. Ce sont les décomptes qui seront payés à l'entreprise en fonction. Cet engagement de la Chine auprès de la Guinée est le résultat d'une longue négociation engagée depuis octobre 2016 sous le leadership du chef de l'État lui-même. Le comité national des jeunes de l'UFDG a organisé ce dimanche une journée de don de sang au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Une manière pour ces jeunes de parer aux difficultés d'obtention de sang dont sont souvent confrontés des patients. Pour cette journée, selon le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, plus de 200 donneurs ont effectué le déplacement. Aminata Touré, compte rendu. La population guinéenne est souvent confrontée aux difficultés liées à l'obtention des poches de sang. Un manque de sang qui se manifeste généralement dans les centres de transfusion sanguine suite à la demande de certains malades. Une situation qui peut conduire à la perte de vie. C'est pourquoi le Comité national des jeunes de l'UFDG, à travers une journée de don de sang, deuxième du genre, entend sauver des vies. En dépit des encouragements, le parrain du dit comité est revenu sur l'impact de cette initiative à l'endroit des citoyens. C'est une bonne initiative, parce que quand on donne du sang, on ne sait pas qui on sauve. Ça peut être soi-même. Parce que les accidents de la route, vous savez ce qui se passe. Des grands malades qui sont dans les hôpitaux qui ont besoin de sang, généralement ça peut être un parent, ça peut être un frère. Donc quel que soit le prix qu'on paye à un donneur de sang, on ne peut pas le payer. Ils sont nombreux des jeunes et femmes volontaires qui ont donné du sang. Une action que certains d'entre eux qualifient d'humaniste. L'humanisme est la première chose dans toute entité sociale. Et j'ai une raison fondamentale aussi. Tout récemment, j'ai perdu une cousine directe, la sœur de mon oncle. La fille à mon oncle, elle devait accoucher. Mais fort malheureusement, avec cet accouchement, elle a perdu l'âme. Donc c'est l'une des raisons fondamentales qui m'a poussé
est venu donner mon sang. D'après le secrétaire général du comité national des jeunes de l'UFDG, cette action est loin d'être politique. Pour Mohamed Bakari Keïta, le but visé est de venir en aide au Centre national de transfusion sanguine. Nous n'avons aucune intention, disons, de politiser cette activité. Notre rôle simplement, c'est de prouver et de donner le bon exemple aux Guinéens, prouver qu'il faut donner le sang parce que ça peut aider des vies humaines, mais aussi donner de l'exemple aux gens pour qu'ils continuent à faire autant que nous. Pour la chef de section sensibilisation et recrutement des donneurs bénévoles au CNTS, il y a des critères à remplir pour donner du sang. Selon Fatmata Binta Diallo, le donneur doit avoir 18 ans d'âge et au minimum 50 kg en poids corporel. À cela s'ajoute un état de santé très satisfaisant. Restons dans le même registre pour dire que le dispensaire de Saint-Gabriel de Matoto a fêté ses 30 ans d'existence ce week-end à Conakry, une occasion pour les responsables de cette structure sanitaire de dresser le bilan et se fixer des objectifs à atteindre pour les années à venir. La cérémonie a été rehaussée de la présence de son éminence, le cardinal Robert Sarah. Diaw Bachir pour le compte-rendu. Actif depuis 1987 dans le quartier de Matoto Marché dans la commune du même nom, le centre de santé Saint-Gabriel a pour vocation de participer à l'amélioration de la santé publique des populations de Conakry, surtout les plus démunies. Mais pour le directeur de ce centre de santé, les 30 années de service rendu demeurent à ses yeux insuffisantes au regard de la demande de plus en plus croissante. 30 ans d'existence, c'est un bail, un bon bail on va dire, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine de la maternité. On sait que nous devons acquérir un centre d'échographie, parce que c'est ce que nous n'avons pas encore, mais mon successeur qui est arrivé là va l'an prochain faire l'étude qu'il se faut pour obtenir un partenaire et avoir un centre d'échographie ici qui permet de préparer mieux la jeune maman, parce qu'on a besoin de faire une échographie à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois pour accoucher dans de bonnes conditions et que nous constations aussi les malformations avant l'accouchement. Malgré cet énorme défi à relever, c'est un bilan plutôt positif que dresse René Voléon. Plus de 100 000 consultations par an, plus de 1600 accouchements par an et dans le domaine de la malnutrition, plus de 5000 enfants suivis tous les ans. Donc ça, c'est un bilan très positif. Il nous reste encore beaucoup à nous améliorer, beaucoup à travailler avec le secteur public, la DCS, la DSVCO. Les 85 salariés guinéens travaillent dans ce centre de santé avec foi, détermination et assez de professionnalisme, ce qui permet d'apporter de l'aide aux femmes enceintes qui vont accoucher même si elles ont le palu ou atteinte du VIH. Touché par la prestation joyeuse des personnes handicapées, le promoteur de ce dispensaire, Saint-Gabriel, a fait des bénédictions en ces mots. Nous ne pouvons pas vous voir sans être émus, sans également regarder notre propre handicap, parce qu'il n'y a pas que le handicap physique. Nous sommes tous des personnes handicapées et nous avons à nous soutenir les uns les autres. Alors bon courage, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde serein, joyeux, malgré votre handicap. Une fête qui a rendu aussi visiblement joyeux les membres de l'ONG Handicapables. L'administrateur général de l'électricité de Guinée a initié ce lundi une séance de sensibilisation et d'échange avec l'ensemble des collaborateurs de l'EDG qui travaillent au niveau de la distribution. Une rencontre qui intervient suite à la volonté de la dite société qui s'apprête à lancer un nouveau produit dénommé Allo EDG, un service qui consistera à avoir un centre d'appel et un numéro où l'ensemble des clients pourront appeler EDG pour d'éventuels besoins. Le compte rendu est signé Oumar Sow. Ce sont les travailleurs au niveau de la distribution et en particulier ceux qui sont appelés à intervenir sur le réseau pour dépanner et améliorer la qualité de service qui sont concernés par cette rencontre de sensibilisation et de partage. L'administrateur général de l'EDG revient sur le rôle que jouera ce centre d'appel dédié aux citoyens. Ce centre d'appel fonctionnera probablement dans les prochains jours, prochaines semaines, pour être une interface entre les citoyens et EDG
afin de consolider toutes les réclamations et les transmettre aux opérateurs de la distribution pour intervenir sur le réseau. Une occasion saisie par les travailleurs de l'électricité de Guinée pour égrener les difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés sur le terrain. Des difficultés liées à la vétusté du réseau, mais aussi et surtout le manque d'équipement de qualité pour les agents. Sur le plan logistique, le nombre de véhicules est largement insuffisant pour le service continu. La distribution dispose de 15 pick-up, dont 6 en mauvais état. Absence de camions grue de nacelle. Il y a 9 motos pour la distribution. À cela s'ajoute le manque d'outillage individuel et collectif, l'absence de stock minimum de matériel. En dépit des préoccupations citées par les travailleurs, l'administrateur général de EDG a rassuré que ce centre d'appel qui sera mis en place fonctionnera en permanence. Ce service aura pour vocation à être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 présent et à l'écoute de l'ensemble des citoyens, et l'ensemble des équipes seront mobilisées pour intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur l'ensemble du territoire du Grand Conakry. L'objectif de ce centre d'appel est de faire en sorte que EDG puisse avoir une capacité de réaction sur le terrain. Un travail qui passe nécessairement par le renforcement des moyens logistiques et matériels afin de donner une impulsion à la qualité du service. Quelques jours seulement nous séparent de la rentrée scolaire 2017-2018 et les préparatifs se poursuivent dans la plupart des écoles de la capitale. Au lycée 28 septembre de Kaloum, par exemple, le calendrier annuel est disponible pendant ce temps. Les travaux de réfection sont intenses à la Haute-Marée, une école privée de la commune de Matam. C'est un constat de notre reporter Saloum Kondé. C'est dans la salle informatique du lycée 28 septembre de Kaloum que nous avons rencontré le proviseur. Autour de lui, certains encadreurs venus s'enquérir de l'emploi du temps. Mamadou Banerebili Kamara réitère devant ses enseignants que les cours démarreront le jour même de l'ouverture des classes, comme il l'avait dit à la réunion préparatoire. Cours ou pas cours, tout le monde sera ce jour au rendez-vous pour accueillir les enfants. Et les enfants peuvent venir, doivent venir. Qu'il y ait tenu au partenaire, donc à venir, le lycée 28 septembre les recevra. Dans un autre bâtiment au premier étage, certains professeurs recopient dans une ambiance bon enfant l'emploi du temps. Derrière cette ambiance se cache la frustration, car selon ces encadreurs, ils n'ont pas encore les matériels didactiques. À cela s'ajoute la conjoncture économique difficile. On n'a pas encore reçu ni les cahiers, ni les boîtes de craie, rien n'est venu pour le moment dans les... J'ai 2 enfants et jusqu'à là où je vous parle comme ça, pour le moment je n'ai pas pu payer, même si un petit cahier, je n'ai pas payé d'abord pour mon enfant. En face de cette école se trouve une garderie d'enfants. Les responsables de celle-ci nous ont dit de repasser prochainement. Mais juste à la sortie, nous avons croisé une parente d'élève avec la fiche de renseignements en main. Pour elle, c'est d'abord la sécurité de l'enfant qui est importante. Je trouve qu'ils ont dit ici, par exemple, le prix d'inscription c'est 300 000. Et il y a les montants qui sont précisés, quoi. Bon, je vois le montant annuel 2 500 000. Avant la rentrée, on doit payer 1 500 000 et puis il y a des montants aussi par mois jusqu'au mois de décembre, 900 000, ça dépend. Bon, je ne peux pas dire que ce n'est pas bon, c'est bon, mais pour les gens qui ont 2, 3 enfants, ça ne serait pas du tout facile. Il ne s'agit pas de comparer, c'est pour le bien-être aussi des enfants. Il ne faut pas mettre ton enfant à l'école juste pour te débarrasser de l'enfant, non. Il faut trouver d'abord la sécurité, le confort, le bien-être de l'enfant, c'est plus important. À la Haute-Marée, une école privée dans la commune de Matam où les travaux de rénovation se poursuivent. Les responsables nous laissent croire que cette année, les frais de scolarité ont été légèrement augmentés. On a fait une augmentation légère au niveau de certaines classes 10 000, d'autres 20 000 et c'est comme ça. Et certainement aussi le salaire du personnel. Ça a été toujours comme ça. L'année passée, on a augmenté considérablement, l'année surpassée aussi. Cette année, nous sommes en location ici, là, il n'y a pas d'augmentation. Et face à la cherté de la vie actuellement, certains élèves se plaignent. Même moi, je n'ai pas pu d'abord payer, hein, mais
mes frais de scolarité, en même temps aussi mes cahiers, en plus mes tenues. En offre, certains encadreurs dans les écoles publiques nous ont fait croire que la rentrée de cette année est une sorte de forcing. Direction à l'intérieur du pays pour parler des travaux de reprofilage de la route Faranwalia-Nabou dans Sigiri qui ont été lancés la semaine dernière par la ministre des Travaux publics. L'exécution du projet est de 8 mois avec un financement du budget national de développement à hauteur de 9 milliards 75 millions de francs guinéens. Une fois réalisée, cette route communautaire facilitera la mobilité des bénéficiaires en toute saison. Soirée Bouakar y était suivi son compte rendu. Située à 45 km du centre urbain de Sigiri, la sous-préfecture de Faranwalia est au nord-est de la dite préfecture. Cette localité a une population estimée à 33 250, dont 17 054 femmes, et elle est à vocation agro-pastorale. Ce projet de reprofilage des 40 km reliant Faranwalia à Nabou fait partie des promesses tenues par le chef de l'État lors de la campagne présidentielle de 2015. Aujourd'hui, les bénéficiaires y voient tout simplement un fait historique. L'événement que nous vivons aujourd'hui est d'une portée historique et légendaire. Parce que depuis notre indépendance, les populations des deux structures ont longtemps attendu la matérialisation de ce bijou. Cette route permettra à ces deux communes de drainer leurs produits agricoles, car il ne s'agit de produire, mais l'écoulement des rendements sur le marché est un facteur non négligeable. Ces travaux, une fois réalisés, contribueront à l'amélioration des conditions de vie des populations de Sigiri en général et particulièrement toutes les localités environnantes de la dite route par la diminution du coût de transport, la facilité d'accès, la croissance des activités productives et va désenclaver au total 35 villages. La ministre des Travaux publics, avant de procéder au lancement des travaux, a invité les citoyens à faciliter la tâche à l'entreprise exécutante et promettent de sanctionner l'entreprise en cas de non-respect des clauses du contrat. Je formule le vœu ardent de pouvoir créer les conditions sociales favorables à l'entreprise chargée des travaux pour la réussite du projet. Quant à l'entreprise, je reste strict sur le respect des clauses contractuelles dont les défaillances seront sanctionnées selon des degrés variés de la mise en demeure et à l'inscription sur une liste noire des entreprises pour plusieurs années. Et ce, dans le souci de voir les routes qui en seront issues servir à renforcer les bases pour le développement économique et social de notre pays en général et la préfecture de Sigiri en particulier. Sur cette route, il est prévu la construction de 39 dalles au cadre avec un pont de 30 mètres linéaires et de 8 mètres de hauteur sous dalle. Le financement de ces travaux est assuré par le budget national de développement à hauteur de 9 milliards 75 millions de francs guinéens. Retour à Conakry, parlons sport. Les membres du comité de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN 2023, ont échangé ce lundi à Conakry avec les cadres du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Objectif, faire des rapports d'étape et ensuite dégager les perspectives pour une CAN réussie en Guinée. Moussa Sifa Kamara. C'est une rencontre qui vient répondre à la question que se posent nombreux observateurs sur le niveau d'avancement des travaux du comité de pilotage de la CAN 2023. Les responsables du dit comité et l'équipe du département en charge des sports et de la culture se mettent à la tâche pour mériter la confiance de la Confédération africaine de football CAF, mais aussi les amoureux du cuiro en Afrique. La disponibilité des acteurs dans ce processus pour satisfaire les Guinéens est bien possible d'après les parties prenantes. Moi je le crois qu'on fait. Je ne suis pas optimiste, je suis sûr qu'on fera la meilleure CAN ici. Et n'écoutez pas la rue, voyez ce que nous sommes capables de faire. Ok? Merci. Vous avez des hommes qui ont la capacité managériale qui vont le faire. Donc ne soyons pas pessimistes, nous pensons aujourd'hui qu'il y a l'expertise nécessaire. Nous ne sommes pas les premiers à organiser la CAN. Nous allons nous référer à nos dévanciers et aujourd'hui c'est le système de faire. Après l'engagement de l'État pour l'organisation de cette joute continentale en Guinée, point de place au scepticisme pour la réalisation de ce rêve que caressent les autorités sportives et politiques du pays. Ce genre d'organisation, il n'y a pas de miracle. La Guinée a relevé des défis plus importants que la Coupe d'Afrique des Nations.
nous estimons que c'est une aubaine, c'est une occasion pour la Guinée d'engager ce que certains appellent le plan Marshall. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs de la vie économique et sociale qui vont être développés à l'occasion de l'organisation de cette CAN. Si tout le monde converse dans le même sens, dans l'organisation de la CAN 2023 en posant des actes concrets, notamment la construction des infrastructures, l'implication des partenaires financiers et autres acteurs, il serait possible pour le pays de connaître cette première et grande fête du football africain sur sa terre. L'actualité sur le continent Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a décliné la présidence du RDR, le Rassemblement des Républicains. Le parti de la majorité, à sa place, le chef de l'État a proposé la nomination de Henriette Diabaté, figure du RDR. Alassane Ouattara garde la présidence d'honneur, une formation à laquelle il espère rallier les partisans de Henri Konan Bédié. Rares les analystes ou journalistes qui auraient osé parier sur le retrait d'Alassane Ouattara. La constitution modifiée, le président ivoirien pouvait tranquillement rester maître de son parti, le RDR. Mais dimanche, devant un immense parterre de partisans, il a créé la surprise en s'écartant et en proposant comme présidente du parti une femme, Henriette Diabaté. Une fois le choc passé, les militants acclament cette historique, cette matriarche du RDR qui a toujours été aux côtés d'Alassane Ouattara. Madame Diabaté est une grande dame, source d'inspiration, de conseil. C'est la mère du RDR et c'est notre tante à tous. Ce choix est rassurant, conciliant même. La personne d'Henriette Diabaté fait l'unanimité. En la sollicitant, Alassane Ouattara tente de recoller les morceaux au sein de son parti divisé. C'est un immense honneur que j'accepte avec humilité. Au nom de mes camarades qui viennent d'être élus, ainsi qu'à mon nom propre, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour cette grande marque de confiance. L'autre choix plus stratégique est celui d'Amadou Koulibaly, nommé premier vice-président du RDR. L'actuel Premier ministre est le dauphin pressenti d'Alassane Ouattara, celui qu'il verrait bien à la tête du pays lui succéder en 2020. Par cette nomination, Amadou Koulibaly est conforté. Quant à l'autre question qui a alimenté les esprits lors du congrès, l'alliance avec le PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié, elle constitue le nœud du problème. Alassane Ouattara espère voir au plus vite les deux formations s'unir, se fondre en un seul parti, une manière de garder la main. On parle à présent de Irma, l'ouragan le plus dévastateur ces dernières années à Saint-Martin. Il a été dit que la prison avait été touchée et que des criminels s'étaient évadés. Bruit démenti par le Premier ministre en personne. Suivi. Dans la partie néerlandaise de l'île, la sécurité est une priorité visible à chaque rond-point. Ici, on arrête tous les véhicules, systématiquement. Le couvre-feu s'applique même en journée. Ces militaires ne font plus passer que les forces de l'ordre, les véhicules d'urgence et la presse. Les pillages des commerces, mais aussi l'évasion supposée de prisonniers, a beaucoup fait parler. La prison, la voici. Elle se situe sur les hauteurs avec une vue imprenable sur la mer des Caraïbes. Et en effet, l'un des murs d'enceinte est ouvert aux quatre vents. Nous avons pu le constater, 2 panneaux se sont effondrés. Sur le côté, on décèle des débris. Les matons font aussi leur ronde à l'extérieur. Et depuis, une incroyable rumeur s'est propagée selon laquelle 350 prisonniers se seraient échappés. C'est l'une des responsables qui nous répond. À propos de cette prétendue évasion, vous en dites quoi? C'est un mensonge. C'est pas vrai? Personne ne s'est échappé. Et en effet, à y regarder de plus près, seul le mur extérieur est tombé, pas celui de l'intérieur. Du coup, les prisonniers sont toujours protégés. Mais vu d'en bas et des premières maisons, le doute est permis. J'ai bien vu ces 2 murs s'écrouler. Vous pensez que c'est possible que des hommes se soient échappés?
Bien sûr que c'est possible. Avec une telle catastrophe, même l'incroyable peut arriver. On ne pensait pas que les gens pouvaient piller et pourtant, ils le font. Ses voisins ont pu constater comme nous que des toits de la prison s'étaient envolés. Les autorités françaises demandent formellement toute évasion de la prison. Mais en l'absence d'électricité et donc de moyens de s'informer depuis maintenant 5 jours, les rumeurs s'ajoutent à une réelle insécurité due au pillage presque quotidien à Saint-Martin. Quelles sanctions contre Kim Jong-un? Le Conseil de sécurité doit trancher sur cette question. L'exécutif des Nations Unies devrait voter une 8e résolution de sanctions contre la Corée du Nord coupable d'essais nucléaires non autorisés. Un projet de résolution circule dans les allées du siège à New York. Texte amendé et assoupli après négociation avec la Russie et la Chine. Pékin, justement, allié traditionnel nord-coréen et qui entretient un double jeu, comme le montre ce reportage. Si aux yeux du monde, la Corée du Nord est une menace, ici à Dandong, elle est une attraction. Pourtant, à première vue, rien de très attrayant à voir sur l'autre rive, mais le tourisme prospère. Dandong est une fenêtre ouverte sur l'un des pays les plus fermés au monde. Malgré les tensions qui pèsent dans la région, les touristes chinois se bousculent sur ces bateaux de croisière pour un aperçu de la vie des gens d'en face. Nous venons d'entrer en territoire nord-coréen. Vous pouvez louer des jumelles si vous voulez voir de plus près comment ils vivent. Une balade d'une demi-heure pour remonter le temps, croiser des sentinelles armées. Les militaires nord-coréens sont omniprésents, même en race campagne. Ou voir ces agriculteurs d'un kolkhoz qui travaillent encore les champs à la charrue. On voit vraiment qu'ils ne sont pas riches. Ils sont très en retard sur nous. Retour à Dandong, où l'amitié sino-nord-coréenne s'affiche un peu partout. Comme le tourisme, le commerce semble bien se porter lui aussi, comme si de rien n'était. En minibus, les élites nord-coréennes, les fonctionnaires, les militaires autorisés à sortir du pays viennent acheter les produits chinois qu'ils ne trouvent pas chez eux. Et pour acheter nord-coréen, les boutiques ici ne manquent pas. Exemple, dans cette bijouterie. L'or coréen n'est pas très pur, mais il est à un prix défiant toute concurrence. Les marchands chinois continuent de s'approvisionner de l'autre côté de la frontière. Je croyais que les sanctions interdisaient la vente d'or. Si vous achetez un bracelet comme celui-ci, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est de l'or qui vient de Corée du Nord. Car en principe, l'or, comme les produits de la mer venant de Corée du Nord, sont bannis depuis les sanctions de l'ONU. Ça, c'est du poisson séché, il vient de Corée du Nord. Tout comme ces poissons-là ou ces anguilles. Tout ça, c'est du nouvel arrivage. A priori, tout le monde ne joue pas le jeu. Ce qui est sûr, c'est que le charbon, principale source de revenus de Pyongyang, reste désormais à quai. La Chine en a arrêté l'importation. Sur l'emblématique pont de l'Amitié, le balai des camions de marchandises continue, en attendant peut-être de nouvelles sanctions. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain mardi, vous serez en compagnie de Djanka Sissé. Merci et portez-vous bien.